Eh bien, est-ce qu'on change véritablement de sujet? C'est la question, puisqu'on va parler de l'impopularité d'Emmanuel Macron. Vous avez entièrement raison, chère Estelle. Mais l'impopularité d'Emmanuel Macron, elle peut s'expliquer aussi par son incapacité. Beaucoup de facteurs. Oui, c'est clair. Non, mais évidemment, mais elle peut s'expliquer aussi par l'incapacité du président de la République à lutter contre l'antisémitisme et à lutter contre l'islamisation radicale en France. Non, mais en fait, vous avez raison, parce que je crois que le gros point faible depuis le départ d'Emmanuel Macron, depuis sa première élection, c'est son refus de prendre en compte les questions réganiennes et les questions identitaires qui sont sous-jacentes. Il y a un angle mort, c'est l'immigration, c'est la sécurité, c'est l'antisémitisme qui en découle. Car l'antisémitisme, il faut faire le lien, malheureusement, avec l'immigration massive et le fait qu'un certain nombre de gens qui sont sur le territoire ne sont pas du tout intégrés. En faisant bien évidemment la différence entre l'islam et l'islamisme. Oui. Pourquoi on parle de l'impopularité historique d'Emmanuel Macron? Parce que Emmanuel Macron a atteint un nouveau record. 16% seulement de satisfaits. C'est du jamais vu. Qu'est-ce qu'il a dit? Il va trouver du pétrole. Moi, j'ai dit, il va trouver Alexandre du pétrole. C'est vrai, à force de creuser, c'est sûr que là... Il reste plus d'un an. Attendez, mais je sais pas. Mais en tous les cas, je termine l'information et ensuite je vous donne la parole, bien sûr. C'est ce qu'on fait dans des discussions qui sont plutôt saines et normales. Mais je vois que ça n'est pas le cas dans ce studio. 16% de satisfaits. C'est désagréable de se faire couper la parole. 16% de satisfaits seulement pour Emmanuel Macron. C'est historique. C'est le baromètre IFOP pour le JDD, à découvrir ce dimanche dans les colonnes du JDD. Jamais Emmanuel Macron n'avait atteint un tel niveau d'impopularité. Pour trouver un président de la République en exercice aussi impopulaire, il faut remonter à 2013 et un certain François Hollande, qui était à 13%. Et le plus dur, c'est quoi? C'est ce que disent les sondés. Ils disent, il ne comprend rien, il est fou, il est obstiné, il est borné, il ne sait pas se remettre en question. Ouais, oui. Alors ça va très loin, c'est un moins rien, je trouve ça un peu dur. Dont les choix aboutissent à ce que, entre guillemets, nous soyons perçus comme des clowns par nos voisins européens. J'ai l'impression que plus on avance, plus ils creusent et surtout plus les Français sont en colère. Sébastien Ligné. C'est le réceptacle de toutes les colères politiques et sociétales du pays. En réalité, c'est un homme qui, depuis la dissolution, voit sa cote de popularité complètement fondre, parce que depuis la dissolution, il n'a jamais été aussi renfermé sur lui-même. On a l'impression d'avoir une espèce de roi seul dans son palais, qui n'écoute plus personne, qui est incapable de comprendre les préoccupations des Français, qui est incapable de reconnaître la réalité des urnes, parce que quand on a la dissolution et les élections législatives, la grande leçon de ce scrutin-là, c'est que les Français ne veulent plus que le macronisme gouverne. Et en réalité, qu'est-ce qu'il fait depuis? Il continue de gouverner. On le voit en ce moment avec Sébastien Lecornu, qui est, in fine, son double. Et ce qui est très intéressant, quand on dit aujourd'hui, il y a de plus en plus de Français qui disent que c'est un bon à rien et qu'il a une mauvaise image à l'international. C'était justement les deux points encore un petit peu forts qu'il avait. C'est-à-dire que même quand on n'était pas d'accord avec sa politique, notamment pendant le premier quinquennat, les Français reconnaissaient quand même à cet homme-là une certaine qualité, une certaine intelligence, notamment économique. Mais vu qu'aujourd'hui tout s'écroule économiquement et que diplomatiquement la France ne pèse plus rien à l'international, ces deux dernières forces, il est en train de les perdre. Donc il reste d'Emmanuel Macron le sentiment d'un vide cosmique, d'un trou noir qui aspire tous ceux qui s'approchent trop près de lui. Et la question qu'on peut tous se poser, c'est si tu es à 16% aujourd'hui, à quel taux il finira son mandat, parce qu'il reste plus d'un an. Ça va être dramatique. Il peut finir. Je lance un appel aux auditeurs d'Europe 1. Si, parmi les auditeurs d'Europe 1, il y a un auditeur, et ce serait passionnant de l'avoir, qui fait partie de ces 16% de satisfaits, eh bien, qu'il prenne son téléphone 01 80 20 39 21. Je répète pour monsieur le satisfait, 01 80 20 39 21. Et je le dis vraiment sans ironie, je serais ravi de pouvoir échanger avec lui, parce que j'ai besoin de comprendre aussi. On a tous besoin de comprendre l'insatisfaction d'un côté et puis le satisfecit de l'autre. Oui, parce que j'allais dire, j'ai dit il va trouver du pétrole, mais en même temps je me demande qui sont les 16% de satisfaits. Très honnêtement, et je rejoins ce qui a été dit, c'est-à-dire qu'Emmanuel Macron
Macron, on lui faisait au moins il y avait l'idée qu'il représentait pas si mal la France, qu'il avait de l'allure par rapport à François Hollande, par exemple. On lui prêtait une grande intelligence. Et là, je crois que c'est plus du tout le cas. Il y a le sentiment qu'il nous humilie, même à l'étranger. Et je crois que ça, les Français ont du mal à le pardonner, parce que le président, s'il doit faire au moins une chose bien, c'est incarner la France correctement. Et là, il donne l'image d'une France qui est en réalité en déclin, mais il accentue encore cette image. La déclaration de la matinée, déclaration politique, elle nous vient de Manuel Valls, l'ancien Premier ministre, ancien ministre des Outre-mer, qui parle de l'impopularité d'Emmanuel Macron. La clé de voûte de la Ve République, élue au suffrage universel, c'est le président de la République, dont le principal responsable, c'est évidemment Emmanuel Macron, dans deux domaines. D'abord dans le domaine politique, notamment depuis 2022. Pas de campagne présidentielle, il n'a pas écouté le message des Français, il n'a pas tenu compte de la majorité relative issue des élections législatives de 2022, il n'a pas voulu une coalition avec les Républicains alors que c'était possible, il a engagé une réforme des retraites particulièrement brutale. C'est comme ça que l'ont ressenti les Français, en niant le rôle notamment des partenaires sociaux. Il a dissous l'Assemblée nationale, décision funeste et incompréhensible, et progressivement, il a détruit d'une certaine manière la politique. Et il est probable que la confusion et le désordre soient la marque de ce quinquennat. Et ce désordre, c'est lui évidemment qui l'a provoqué. Et ce que les Français perçoivent, c'est qu'il n'entend pas ce message et qu'il ne gouverne que pour lui. Voilà pour la déclaration de Manuel Valls. Courte pause, pause. On revient dans un instant. On peut pas se laisser sur une sortie pareille. Bah pourquoi ? Mais parce qu'elle est insupportable, cette sortie. Mais pourquoi elle est insupportable, Sébastien Ligné ? Manuel Valls qui critique un politique et qui le rend responsable d'avoir détruit la politique. C'est quand même l'hôpital, la charité, tout ça. Vous rigolez ou quoi ? Manuel Valls, il est autant responsable qu'Emmanuel Macron du désordre actuel, si ce n'est peut-être plus. Ah bon, parce qu'il était président de la République, Manuel Valls ? Non, il a été Premier ministre sous le gouvernement le plus impopulaire de l'histoire. Pardon. Parlez au 01 80 20 39 21. Et on avait lancé un appel juste avant la pause en disant il y a seulement 16% de satisfaits de la politique d'Emmanuel Macron. C'est une impopularité record. On a entendu les explications, du moins, les explications de Manuel Valls, l'ancien Premier ministre et ministre des Outre-mer sous Emmanuel Macron d'ailleurs, ancien Premier ministre sous François Hollande. On est toujours avec Alexandre Devecchio et Sébastien Ligné. Et les amis, les miracles se produisent. On en a trouvé un. Et c'est une femme. Anne est avec nous. Et Anne, je le dis très sérieusement, je suis ravi de pouvoir échanger avec vous, parce que c'est vrai que les pro-macronistes se font de plus en plus rares. Et d'ailleurs, je pense que les Français, je ne parle pas des électeurs, là je parle des responsables politiques qui comprennent que le vent est en train de tourner, qui sont en train petit à petit de le lâcher, et la loyauté, la fidélité en politique, c'est des choses qui comptent, et on voit l'impopularité d'un Gabriel Attal, l'impopularité d'un Édouard Philippe, et je pense qu'elle est aussi intimement liée au fait que ce sont des hommes politiques qui ont été faits par Emmanuel Macron, et que les Français ne supportent pas ces infidélités et ce manque de loyauté. Mais Anne, est-ce que vous faites partie des 16% de satisfaits ? Je ne dirais pas des 16% de satisfaits, mais des 16% de soutien. C'est-à-dire que Emmanuel Macron a fait des choix, il s'est engagé comme président et il essaye de s'y tenir. La dissolution de 2024 est évidemment une erreur, mais on ne va pas éternellement lui en faire grief et ne plus travailler dans ce sens-là. C'est-à-dire dans le sens de moderniser l'économie française, dans le sens il est toujours à l'international, il essaye d'être présent dans le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Et en fait, comme vous venez très exactement de le dire, l'envie du pouvoir de ceux qui guettent la chute, c'était de toute façon la fin du quinquennat, l'envie du pouvoir, elle est là par ceux qui l'ont fait et qui aujourd'hui, ceux qui l'a fait et qui aujourd'hui le trahissent. Non mais c'est très intéressant. D'ailleurs, vous dites c'est un soutien plus que finalement un bilan positif et comptable de 8 ans de Macronie, chère Anne. Et pourquoi pas d'ailleurs. Mais moi, j'ai besoin de comprendre, sur ces 8 dernières années, qu'est-ce que vous considérez qui a été réussi ? Vous dites moderniser l'économie. On vient encore une fois de voir notre note abaissée par les instituts les plus éminents, les agences de notation.
Bah, il n'est pas seul. Oui, mais il y a un chef. On sait bien qu'on est dans un pays. Non, mais vous avez eu plus de 1000 milliards. Jospin l'avait dit. Ah bah, si votre que le référence, gouvernement ne peut pas tout. Je ne dis pas que je dis pas que ma préférence c'est Jospin, mais je veux dire que dans ce pays, nous avons une fâcheuse tendance à penser que le président de la République est responsable de tout, en bien comme en mal. Alors qu'en fait, il a sa fonction et que derrière, chacun d'entre nous, comme citoyen, comme acteur de la société, a sa propre responsabilité, agit. Enfin, les 1000 milliards de dettes, pardonnez-moi, supplémentaires, c'est pas de la faute de vous, c'est pas de votre faute, chère Anne. Non, mais ce n'est pas de ma faute, mais c'est aussi de notre faute, à chacun d'entre nous, si nous sommes arc-boutés contre toute réforme. Mais madame, Sébastien Ligné veut réagir. Mais vous avez raison, entre 2017 et 2022, il avait une majorité absolue extrêmement claire, il avait les pleins pouvoirs démocratiques entre guillemets, il aurait très bien pu commencer ces grands chantiers. Alors, il y en a eu quelques-uns, on ne va pas dire que tout a été raté, notamment sur ce premier quinquennat, mais on n'a pas eu la révolution promise. Et quand vous nous parlez de la dissolution, et vous avez raison de dire que ça a été une erreur, je remarque quand même qu'Emmanuel Macron refuse encore aujourd'hui de faire un vrai mea culpa sur cette dissolution. Mais depuis cette dissolution, le pays est à l'arrêt. Il n'y a plus de réforme, on ne peut plus rien faire. Et donc, c'est aussi sa responsabilité d'avoir mis le pays à l'arrêt avec une dissolution qui était un gage personnel et une petite politique qui est complètement incompréhensible, si vous voulez. C'est son ego qui a parlé lors de la dissolution. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait que les autres acteurs... Moi, j'ai vécu en Allemagne, j'ai travaillé en Allemagne pendant plusieurs années. Au moment de la chute du mur, ça vous dit à peu près de quelle génération je suis. Eh bien, en Allemagne, on a l'habitude de s'atteler à un programme, de travailler et de faire émerger des majorités qui, au départ, n'ont pas grand-chose à voir ensemble dans leurs composantes. Nous, chacun d'entre nous reste sur son précaré. Chaque parti politique fait monter les enchères avec une légèreté absolument scandaleuse. Anne, et la venir question... dire ensuite que c'est la faute du président de la République si le Parti socialiste n'est pas prêt à s'amuse à faire monter les enchères de façon ahurissante, et c'est de la gauche que je suis issue, je le dis bien. Mais eh bien, Anne, moi je ne vais pas aller sur les tambouilles politiciennes, ça ne nous intéresse pas, et je pense peut-être. Non, mais j'ai bien compris. Anne, non, mais c'est pas. Non, mais je dis simplement que on va aller sur des choses qui sont concrètes, avec des promesses du président de la République, et vous allez me dire si oui ou non ces promesses ont été tenues. Je vais prendre 2 exemples. En 2017, il est interrogé chez nos confrères de Valeurs Actuelles sur les questions des obligations de quitter le territoire français. À cette époque, c'est Louis Dragnel, qui est désormais à Europe 1, qui lui pose la question des OQTF. Il répond quoi? On va exécuter 100% des OQTF. Aujourd'hui, je pense que c'est entre 7 et 10%, malheureusement. Et on a vu les conséquences de non-exécution de certaines OQTF. Premier point. Deuxième point, il a fait de la lutte contre les violences faites aux femmes la grande cause de son premier quinquennat. Les violences faites aux femmes ont explosé ces 10 dernières années. Avec là aussi des conséquences. Alors il se trouve que dans mon métier, c'est 2 questions que je connais bien car je suis avocate de profession. Bah tant mieux, maître. Alors, la question des violences faites aux femmes, il ne va pas arriver tel Zorro dans chaque foyer pour venir séparer monsieur qui est en train de taper madame. On va quand même pas lui faire griller de ça. Je ne vous dis pas ça, Anne. Je vous dis simplement. Laissez-moi finir parce que laissez-moi finir mon propos. Vous avez raison. Pour ce qui est des violences faites aux femmes, il se trouve qu'aujourd'hui, dans les commissariats, on a affaire à des gens qui sont prêts, comme professionnels, à bien davantage et bien mieux recueillir la parole des femmes. Et c'est ce qui fait qu'il y a une augmentation aussi des plaintes, c'est parce qu'aujourd'hui, il y a un meilleur accueil. Donc, plutôt que de venir dire les violences faites aux femmes augmentent parce que les plaintes augmentent, peut-être faudrait-il dire aujourd'hui, les femmes ont plus confiance dans les institutions pour pouvoir révéler ce qu'avant elles taisaient. Mais c'est un point qui est évidemment absolument pas antinomique avec ce que je disais juste avant, chère Anne. En revanche, on peut voir une explosion. Alors vous dites c'est l'explosion des plaintes. On peut voir aussi une société qui est de plus en plus violente et qui s'en sauvage. Sur ça, on peut s'accorder. Moi, quand j'étais enfant, j'ai connu bien des femmes qui n'osaient pas déposer plainte contre leur mari. Bon. Parce qu'elles là, vous parlez des violences intrafamiliales. Moi, je vous parle par exemple des violences dans les transports en commun qui ont augmenté de 86% en 10 ans. Donc il y a peut-être plus de plaintes. Qu'est-ce que ça veut dire augmenter? C'est les plaintes, c'est les constatations, c'est la vidéosurveillance.
C'est les signalements de violences sexuelles qui, dans les transports en commun, c'est les chiffres du ministère de l'Intérieur, c'est plus 86% en 10 ans. Mais bien sûr, c'est ce que je vous dis, c'est les signalements. Mais attendez, Donc, au contraire, on peut nous expliquer que c'est la faute. Non, mais on peut nous expliquer à chaque fois que c'est parce qu'il y a plus de plaintes et pas parce qu'il y a plus de violence. Je constate simplement qu'aujourd'hui, vous avez souvent, d'ailleurs, malheureusement, lorsque les individus sont interpellés, des individus qui sont multirécidivistes. J'en veux pour preuve ce qui s'est passé il y a 10 jours dans le RERC avec une ressortissante brésilienne qui a été agressée sexuellement. Il y a une femme d'un courage absolu qui est intervenue, heureusement, parce que sinon ça aurait été un enfer. Et vous avez des jeunes femmes qui, en voyant la vidéo, en disant « mais je le reconnais, je l'ai déjà vu, c'est le même qui m'a agressé ». Et quand vous avez les profils qui arrivent... Alors ça, c'est de la faute d'Emmanuel Macron. Mais non, mais c'est pas la question, c'est pas la personne, c'est qu'est-ce qui a été fait pour lutter contre l'immigration, pour lutter contre la délinquance. Un président de la République qui vous explique que dans les médias on brainwash sur des faits divers quand tout le monde voit que ce ne sont plus malheureusement des faits anecdotiques ou marginaux, mais qui se répètent tellement que ça devient des faits de société. Il n'y a pas de sentiment d'insécurité. L'insécurité est malheureusement au quotidien. Dans le RER, de sentiment d'insécurité. Non, ce n'est pas mon propos. Mon propos est de dire que vous mettez ça sur le compte du président de la République, comme des promesses qui n'auraient pas été tenues, ce qui m'apparaît absolument déloyal. C'est tout. Bon, écoutez, moi je ne vais pas aller sur le terrain de la morale. Lorsqu'avant, les personnes avaient un titre de séjour comme conjoint de français, ils avaient un titre de séjour qui était valable 10 ans. Aujourd'hui, il y a des contrôles beaucoup plus réguliers. Les titres de séjour sont valables 1 an. Il faut justifier chaque année de la poursuite de la communauté de vie. Ça crée aussi un volume d'OQTF qui n'existait pas autrefois. D'accord, mais enfin, madame, on n'a jamais délivré autant de visas, et on n'en a jamais autant renouvelé, plus de 2,5 millions l'année dernière, et on n'a jamais aussi peu renvoyé en flux par rapport au nombre. Je suis d'accord qu'il y a plus d'OQTF aujourd'hui qu'il y a 10 ans, mais en proportion, le taux d'exécution est famélique. Donc, encore une fois, je suis d'accord avec vous, tout ne se fait pas avec une seule personne, et heureusement qu'il n'y a pas un chef providentiel qui peut tout résoudre. Mais sa politique, et je pense que c'était le message d'Éliott Deval, la politique qu'il a accompagnée n'a pas vraiment été bénéfique en termes de résultats migratoires. Devecchio. Mais c'est passionnant de pouvoir échanger avec vous, Anne, et encore une fois, l'émission, ça s'appelle Éliott Deval et vous, et la boussole, c'est quoi ? C'est à vous la parole, une parole libre, une parole plurielle. Oui, moi je crois qu'on exonère un peu vite le président de la République de ses responsabilités. D'abord, le système présidentiel fait quand même, le président de la République a beaucoup de pouvoir et c'est normal d'en attendre un minimum de bilan. Et moi je crois qu'il y a quand même aujourd'hui un problème démocratique qui n'est pas le fait que les Français soient des réfractaires à toute réforme, mais plutôt que les élites soient réfractaires au diagnostic des Français et à leurs orientations politiques, notamment sur toutes les questions régaliennes en matière d'immigration, mais peut-être même en matière économique. Moi, je suis plutôt de droite. Peut-être que la réforme des retraites est nécessaire, mais peut-être que c'était pas la seule réforme à faire. Il y avait peut-être d'autres réformes économiques qui auraient fait plus consensus d'endroits où faire des économies que si on s'était acharné à faire cette réforme-là. Donc moi, je ne souscrais pas du tout à l'idée que nous soyons un peuple particulièrement réfractaire. Je crois plutôt qu'on a une classe dirigeante, et ça va au-delà d'Emmanuel Macron, qui est en décalage avec le peuple français. Et puis on aurait pu, encore une fois, c'est pas un procès qui est fait actuellement, c'est de tenter de comprendre pourquoi un président de la République est aussi impopulaire. Il n'est pas le seul à agir, mais il reste le chef de l'État. Et dans la Ve République, le chef de l'État est un homme qui fixe un cap, qui dirige, qui commande, bien évidemment. Il est bien fragilisé par le fait qu'on est maintenant sur un quinquennat, là où d'autres étaient sur un septennat. Donc on est sur une politique un quinquennat qui a divisé de moitié avec la dissolution, madame. Enfin, je veux dire, la dissolution, c'est lui. En disant que c'était une erreur, Anne. Je me fais l'avocat d'Anne. En revanche, pour terminer, par exemple, Anne, vous qui soutenez le président de la République, on parlait de l'antisémitisme juste avant de vous avoir, et peut-être que son manque de soutien pour lutter contre l'antisémitisme et son absence au moment de la marche contre l'antisémitisme a participé aussi à ce désamour, à ce désamour des Français à l'égard du président de la République. Vous pensez que c'était une erreur de ne pas avoir marché pour lutter contre l'antisémitisme ? Mais je ne sais pas si, au moment où il l'a fait, on mesurait qu'on en était là en termes d'antisémitisme. Peut-être participerait-il aujourd'hui à une marche là où il ne l'a pas fait lorsqu'elle a eu lieu. Écoutez,
Ouais. Parce que effectivement, c'est un des problèmes les plus graves et les plus terribles de notre société française que cet antisémitisme. Mais est-ce que le rôle d'un homme d'État, c'est justement absolu. pas d'anticiper? Oui, enfin, on peut lui dire qu'il n'avait pas non plus prévu le Covid, vous voyez. Voilà, parmi Non, les mais choses attendez, qui ont été très bien faites, c'est pas la ça a été même fait pendant le chose, Covid. cher Non, Anne, mais- excusez-moi. L'antisémitisme n'a pas commencé le 7 octobre. Voilà, déjà. Non, mais Ensuite. on va pas en faire d'Emmanuel Macron un artisan de l'antisémitisme. Je dois dire que dans notre pays, bien d'autres s'en chargent. Mais personne ne dit Quand ça. on voit le Anne, positionnement de personne certains ne dira partis, que c'est un artisan voilà. de Non, mais, l'antisémitisme. Simplement, est-ce que Emmanuel Macron, par sa politique, par son discours, par ses actes, a suffisamment protégé les Français de confession juive sur les deux dernières années? Enfin, moi, je trouve une ça quand question même qui fort mérite de de se venir poser. de poser cette question-là, alors que c'est pas du tout lui qui en est l'outil. Enfin, il est responsable de rien, on l'a Quand bien on voit- compris. Non, Mais il en n'est pas revanche, responsable de rien. Ce Anne, n'est pas mon propos. Anne, pardonnez-moi de vous couper, parce que malheureusement, il y a des impératifs de pause, une courte Bien pause. Mais c'est un échange qui est passionnant. Je vois que vous n'êtes pas parisienne, mais je serais ravi de vous inviter un jour sur le plateau, parce que, C'est très bien. bah oui, c'est passionnant d'avoir Un vrai débat. C'est bien. vrai débat Vous avec assumez Anne. votre point de Je vue, suis c'est très très bien. souvent à Paris et je serai tout à fait partante. Ah, si vous êtes souvent parisienne, à ce moment-là, on trouvera le moyen de vous faire venir. Vous avez dit que vous étiez avocate, c'est ça? Absolument. Avocat pénaliste? J'ai un cabinet généraliste. Je Un ne suis pas cabinet spécialement pénaliste. généraliste. Eh ben, écoutez, non mais parce que c'était Un peu comme un médecin de famille, vous voyez, un avocat de famille. un médecin de famille, le médecin de campagne, comme En dirait tout cas, Balzac. Emmanuel Macron a besoin de bons avocats en ce moment. Bah, oui. Un grand merci, chère Anne, et on reviendra vous voir, ou en tous les cas, vous êtes la bienvenue pour débattre avec nous. C'est toujours intéressant d'avoir des avis contradictoires, une parole libre.